Il est le journaliste et écrivain algérien dont tout le monde parle depuis 2 ans. Ses positions vigoureuses sur l'islam lui ont valu une fatwa en Algérie et des polémiques enflammées en France. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Vous êtes très rare, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a 2 ans, votre premier roman, Meursault contre-enquête, rencontrait un immense succès dans le monde entier. Et vous revenez avec un deuxième roman, Zabor ou les psaumes, unanimement salués. On dit qu'au cœur d'un monde arabe en plein bouleversement, vous êtes celui qui incarne les valeurs humanistes et progressistes d'un monde nouveau, libre, indépendant. Êtes-vous vraiment cet homme libre et révolté que tout le monde décrit, ou il y a certains matins, on aimerait bien se reposer un peu ? Bien sûr, je ne suis pas le seul dans le monde dit arabe à être révolté, à défendre des valeurs ou des libertés. Il y a des gens qui le font à des prix beaucoup plus exorbitants que le mien, qui le font avec beaucoup plus de courage. Je donne souvent cet exemple, une femme qui décide de porter une jupe à Paris, c'est un choix esthétique. Une femme qui décide de porter une jupe en Égypte, en Tunisie ou en Algérie, c'est de la lutte et c'est de la lutte concrète. Donc je ne suis pas seul. Alors même si on parle de plus en plus de vous et que vous êtes un journaliste star en Algérie, vous n'êtes pas encore très connu du grand public en France. Je vous propose que nous fassions connaissance en 3 temps. Nous allons parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Commençons donc par hier. Vous naissez en 1970 à Mostaganem, à l'ouest d'Alger. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Votre mère, issue d'une riche famille terrienne, votre père est gendarme. C'était comment l'Algérie dans les années 70 ? Vous naissez dans un monde 8 ans après l'indépendance et tout ce que vous apprenez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, c'est l'hymne et à la gloire de ceux qui ont libéré le pays, l'hymne aux martyrs, le récit épique de l'indépendance et de la guerre de libération. Et vous voyez aussi que le réel ne correspond pas exactement à ce récit-là et vous cultivez en vous-même une sorte de discipline, de désenchantement pour pouvoir corriger le monde autour de vous. Alors vous grandissez, mais voilà, adolescent, vous connaissez la fièvre islamiste, Kamel Daoud, islamiste entre 12 et 18 ans. Qu'est-ce qui vous séduit à l'époque ? Ce qui me séduisait, vous savez, à l'adolescence et à la puberté, vous découvrez les deux à la fois. Vous découvrez votre corps, la sexualité, c'est-à-dire la puberté, en même temps le désir d'absolu, le désir du sens, la sensibilité, etc. Donc vous êtes dans une situation partagée, ambiguë, et vous cherchez quelque chose qui vous explique le monde, et surtout votre corps, et le rapport aux autres. Et la vision théologique, le religieux est là pour vous l'expliquer. Sachant que j'étais un très grand lecteur, je suis arrivé à la religion non pas par contamination entre guillemets, mais disons par lecture, beaucoup de lecture. Alors vous fréquentez les cellules clandestines de la confrérie des frères musulmans. Vous lisez les grands textes de l'islam, les opuscules de propagande, ramenés du Caire, sous le manteau. Qu'est-ce qui a déclenché votre révolte ? Il y a eu 2 temps. Il y a eu un moment où j'étais fasciné par les grands mystiques musulmans, par les grandes visions théologiques, etc. Mais peu à peu, quand vous êtes dans ce circuit, vous êtes emmené à fréquenter certains cercles. Et ces cercles sont des cercles d'aînés qui vous expliquent un petit peu que votre vision mystique ne peut pas être totale si elle n'est pas accompagnée par une expression politique de votre religion. Et là, vous devenez encore plus sensible à l'explication politique de l'islam, c'est-à-dire à l'islamisme. Et vous devenez perméable à des textes qui venaient généralement d'Égypte avec les frères musulmans, etc. C'était le proto-islamisme en Algérie, des camps de vacances, des petits cercles un petit peu d'initiateurs à la sortie des mosquées, etc. Donc c'était un petit peu cette atmosphère-là dans laquelle je vivais, grosso modo. Et vous comprenez qu'encore aujourd'hui, l'islamisme puisse séduire ? Mais bien sûr qu'il peut séduire. C'est une des visions du monde qui explique le corps, la mort. Vous savez, l'islamisme, comme toutes les visions intégristes dans le monde, désamorce 2 grandes angoisses. L'angoisse du corps et l'angoisse de la mort. Avec une explication pareille, vous ne mourrez pas et vous ne tuez personne de toutes les manières. Et ça, c'est quelque chose de radical. C'est plus puissant que l'addiction aux jeux vidéo. Et c'est quelque chose qui attire. Et depuis, vous entretenez un rapport circonspect avec le livre dit sacré ? C'est un rapport de réflexion. Je préfère réfléchir sur une vision du monde plutôt que de l'accepter. Je préfère que Dieu soit une question plutôt qu'une réponse. Vous écrivez en français et non en arabe, mais écrire en français, est-ce que ce n'est pas trahir ce que vous êtes ? À l'époque, le français, c'était la langue des colons. Est-ce que ça l'est toujours ? Écoutez, moi, je suis un enfant de l'indépendance. J'ai un énorme respect pour des gens qui sont battus, qui sont morts pour que je sois libre. Mais je pense qu'il est indécent de ne pas jouir de cette liberté pour laquelle ils ont chèrement payé. Des gens sont morts pour que je sois libre et j'essaye d'être libre. Mes aînés avaient raison de penser que c'est une langue d'oppresseur parce qu'ils ont vécu une période coloniale. Moi, je suis venu après. J'aime cette langue. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à expliquer un choix amoureux.
J'aime cette langue, ce n'est pas la faute de cette langue, ce n'est pas ma faute. Maintenant, s'il y a une contradiction entre le fait que la France soit un grand pays de culture et en même temps qu'il porte aussi l'image plutôt et le récit de colonisation violente et agressive, ça c'est une contradiction française. C'est aux Français de la résoudre, pas à moi. Moi, je prends ce qui est beau. Et ce que vous avez de beau, c'est votre culture et je suis preneur. Alors, vous devenez célèbre pour vos chroniques politiques caustiques dans le quotidien d'Oran. Elles deviennent les plus lues d'Algérie. Vous devenez une référence, une star. Des chroniques caustiques, et notamment envers Abdelaziz Bouteflika. Quand on est journaliste algérien, c'est plus dangereux de s'en prendre aux islamistes ou Abdelaziz Bouteflika? Écoutez, l'un, c'est le fils de l'autre. Donc, vous en prenez à la même famille politique. L'un a besoin de l'autre. Dans la géographie des pays dits arabes, il y a un deal entre les islamistes et les régimes durs. Les uns se servent de l'autre et vice-versa. Donc, quand vous parlez de l'un, c'est le produit de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait moins de danger à critiquer l'un ou l'autre. Bouteflika nourrit l'islamisme. Tous les régimes dans le monde dit arabe nourrissent les islamistes parce qu'à la fois, ça leur sert de légitimité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de vous, occidentaux. Vous avez peur des flux migratoires, vous avez peur des soulèvements chez nous et vous avez peur des islamistes. Donc l'équation est très simple. C'est soit nous, c'est-à-dire les dictateurs, soit Daesh, c'est-à-dire soit les islamistes. Maintenant, du point de vue interne, l'équation est la même. On dit à la population pour lui faire peur, alors c'est soit nous, soit cela. Et donc pour faire peur par un monstre, il faut nourrir le monstre et l'entretenir. Et votre causticité à l'égard de l'islam vous vaut une fatwa, celle d'un imam salafiste en 2014 qui appelle à votre exécution. Elle court toujours, cette fatwa? Cette fatwa, elle est valable pour tout le monde. Vous savez, c'est un peu complexe. Ce n'est pas une sorte de décision prise par un parrain de mafia. C'est l'image que vous avez auprès du public qui est ternie, qui est déformée, etc. Et donc, c'est une sorte de licence to kill. Mais je n'aime pas mettre ça en avant. Vraiment, c'est quelque chose d'indécent par rapport à beaucoup d'autres qui en souffrent. Je pense que s'il y a fatwa, elle frappe la moitié de l'humanité pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement l'imam en question est condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme. Le fait que la justice soit plus forte que l'islamisme, ça vous rassure pas un peu? Non, d'autant plus qu'il y a une suite que vous ne connaissez pas. L'imam en question, enfin l'imam autoproclamé en question a fait appel. Et le deuxième juge a préféré déclarer la justice incompétente. D'accord. Donc on est là en plein tiraillement institutionnel en Algérie. Vous avez autant de gens de bonne volonté qui veulent encore défendre les institutions et défendre la loi et protéger les citoyens, que d'autres qui sont très sensibles un petit peu aux tendances islamistes et qui, pour qui Kamal Daoud ou d'autres, sont des véritables portraits de traîtres. Donc on est dans des situations très ambiguës et très contradictoires au sein même d'institutions comme la justice algérienne. Vous continuez de vivre à Oran sans protection particulière. Il est hors de question d'avoir peur des islamistes? Non, on a tous peur dans la vie. C'est comment gérer cette peur qui est l'essentiel. Je vis en Algérie pour 2 ou 3 raisons. Donc c'est un pays qui me donne du sens, c'est le mien. Moi j'écris des livres, je ne tue personne. Donc je pense que j'ai le droit de vivre dans ce pays. Je vis là-bas aussi par ce que je croyais être aussi, à un certain moment, par dignité. Être un exilé de plus, ça me fait... Je comprends le choix des autres et je le respecte, mais ce n'est pas mon choix. Et puis je vis là-bas parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'exiler et ce courage-là, je ne l'ai pas. Il faut du courage pour rester en Algérie aussi. Je sais, mais je pense que j'ai le deuxième, pas le premier. Alors même en France, on a jeté votre nom en pâture alors que vous publiez une tribune dans Le Monde et que vous liez les viols du Nouvel An 2016 de Cologne en Allemagne à la misère sexuelle du monde musulman. Un collectif d'anthropologues, sociologues, historiens vous taxe d'islamophobe. Traiter quelqu'un d'islamophobe, c'est pratique? Ça permet d'éviter tout débat? Bien sûr, c'est une formule qui est devenue une sorte de mot-valise. C'est une formule d'inquisition. Alors, elle est utilisée dans les territoires où je vis pour empêcher toute réflexion sur le religieux, sur l'islam, sur soi-même, sur son rapport au monde. Dès que vous commencez à réfléchir, vous êtes islamophobe. Mais le fait que certains en France puissent vous taxer d'islamophobe, c'est quand même... incroyable, non? Comment vous... Incroyable. Ça peut être ridicule aussi. Et ça peut être révélateur d'une profonde misère intellectuelle aussi. Mais le monde entier salue votre talent à l'occasion de la publication de votre premier roman, Meursault contre enquête. Il est traduit dans une 30aine de langues. Il reçoit le prix Goncourt du premier roman. Et maintenant, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous publiez un deuxième roman, unanimement salué par la critique, Zabor ou les psaumes, l'histoire d'un jeune Algérien, paria, poète et prophète, doté d'un étrange pouvoir. Les histoires qu'il écrit sauvent la vie des gens
Écrire est la seule ruse efficace contre la mort, disent à bord. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle, l'immobilité. Mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. Écrire. Vous-même, vous luttez contre la mort en écrivant? Je crois que oui. Je pense que tous les écrivains, tous les artistes ont ce fantasme de s'éterniser un peu plus après la pierre tombale. On écrit pour rester aussi longtemps que possible. On appelait ça à l'époque de la gloire, et on peut traduire ça par immortalité aussi. C'est donc un livre magnifique sur l'écriture, mais aussi la vie, l'amour, la mort, la pauvreté, l'éducation, la sexualité, la religion. C'est aussi un livre sur vous, non? C'est un livre qui est autobiographique en partie. C'est l'histoire de mes idées, mais c'est aussi l'histoire de mes convictions. C'est ma profession de foi, si vous voulez. Vos convictions, vous dites que la question religieuse devient vitale dans le monde arabe, qu'il faut qu'on la tranche, qu'on la réfléchisse pour pouvoir avancer. Mais votre réponse, c'est laquelle exactement? Une réponse par la réflexion. Je pense aussi qu'il nous faut guérir notre désir du monde. Et cela passe par le respect de la femme, le respect du corps de la femme, le droit au bonheur, à l'orgasme, le droit à la jouissance du monde. Je pense que nous devons absolument, urgemment, réparer notre désir du monde. Et vous trouvez que l'homme ou la femme ne peut pas trouver sa place si on en laisse autant à Dieu? On peut sauver les deux, vous savez. Il suffit juste de laisser de la place aux deux. Pour le moment, moi, je rencontre des hommes. Et j'aimerais sauver des hommes et des femmes quand je parle d'hommes. Alors, tuer l'homme pour rencontrer Dieu, je pense que c'est tuer les deux. Et juste parler de l'homme en excluant le droit de choisir un Dieu, je pense que c'est amputer l'homme d'un droit absolu, celui de donner du sens, même si c'est du sens qui n'est pas partagé par la majorité. Donc, pour moi, il est important de sauver Dieu et l'homme, mais je préfère l'homme au début. On vous a souvent aussi reproché de soutenir la thèse du choc des civilisations d'Huntington. Vous soutenez ça vraiment? Non, je pense que je ne suis pas dans ce rapport de confrontation. Vous savez, pour moi, l'Occident n'est ni juste ni injuste. Je ne lui demande rien. J'aime venir, j'aime le partager, j'aime y apprendre, y acheter des livres, y jouir, faire un bon resto, manger un bon plat, rencontrer des personnes, etc. Mais l'Occident n'est ni juste ni injuste. Je ne le conçois pas comme ça. Il ne me doit rien, je lui dois rien. Mais on peut avoir une sorte de relation de partage. Donc, parler un petit peu de l'état de nos pays en faisant toujours référence à la colonisation, ça m'épuise. Nous sommes responsables de ce que nous avons fait dans nos pays, maintenant et nous-mêmes. Vous continuez à lutter contre la burqa. Vous dites il n'y a pas d'émancipation dans la soumission. Êtes-vous pour autant pour l'interdiction de tout voile en France? Non, qu'on fasse la différence entre voile et burqa. Pour moi, la burqa, elle est intolérable. C'est une rupture du lien social et du lien humain. Quelqu'un qui cache son visage pour que je ne le vois pas me refuse. Et il ne peut pas partager ma société, ma rue, mon espace public, etc. Cacher son visage, je pense que c'est le masque le plus hideux qu'on a donné à cette religion-là. Le voile, c'est différent. Le voile, je pense qu'il peut être de l'ordre de la tradition de certains pays. Peut-être ici, chez vous, en France, certaines femmes préfèrent porter le voile par envie de proclamer une communauté, peut-être un fantasme d'identité, une sorte d'appartenance, un refus, une sorte de rébellion aussi. Mais de l'autre côté, les femmes ne le subissent pas comme un acte de liberté. Elles le subissent comme un acte de coercition. Elles le subissent aussi comme un choix qui n'en est pas un. C'est le choix d'une majorité qui n'est plus le choix de l'individu. Je suis quelqu'un qui ne tolère pas sa transformation au-delà du signe religieux vers une sorte de politique qui ouvre droit par la suite à des abus incroyables. Parce que quand on cache la femme, ça veut dire qu'on culpabilise sa présence dans le monde, on culpabilise son corps, et on se cache à soi-même sa partie la plus vivante, celle du désirer, et d'être désiré par les autres. Je suis désolé. Ma conviction intime est que c'est quelque chose qui est lié à la culpabilisation et à la honte que doit éprouver la femme. Un jour, vous avez demandé en quoi les musulmans sont-ils utiles à l'humanité. Vous répondriez quoi aujourd'hui? C'est une question que j'ai le droit de poser parce que je suis musulman. Je vis dans des pays à majorité, pas à totalité musulmane. Et j'ai le droit de poser cette question non par détestation, ni par racisme, ni parce que je vote à l'extrême droite un peu partout en Europe. Je me pose cette question. Depuis le XVIIe siècle, quel est notre apport à l'humanité? Aspirine, iPhone, vaccin, marcher sur la Lune, un bon moteur, quelque chose. Quel est notre rapport à l'humanité? Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours posé l'idée que l'Occident a un rapport malsain, un rapport de domination vis-à-vis des autres, mais on ne s'est jamais permis, on n'a jamais eu la sincérité, ou très rarement, de penser notre altérité, c'est-à-dire notre rapport à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a été longtemps colonisé qu'on a le droit de dire que le reste de l'humanité sont des gens méchants, sont des gens à rejeter, sont des gens à ne pas accepter. Non, nous devons guérir notre rapport au monde, et cette question, j'ai le droit de la poser parce que c'est une question vraie.
Selon vous, les relations franco-algériennes sont-elles toujours autant à vif? Ce sont les séquelles de la guerre d'Algérie? Bien sûr, à l'évidence, je ne suis pas sociologue, historien pour répondre avec exactitude, mais sachant que je suis algérien, il y a des séquelles de l'histoire, mais il y a aussi des séquelles entretenues, de part et d'autre. C'est aussi un fonds de commerce. Vous savez, quand on n'arrive pas à gagner des batailles, on rediffuse la bataille d'Alger. Et de l'autre côté aussi, quand on n'arrive pas à assumer l'état de la France de maintenant, on va se demander est-ce que la colonisation a été positive ou pas. Donc je pense que ce sont des fantasmes, des séquelles, comme vous le dites, des fonds de commerce qui sont entretenus à usage politique pour l'un et pour l'autre. Et qui touchent et qui enflamment les populations, notamment. Ça enflamme les populations, je suis d'accord avec vous, mais faute de mieux. C'est-à-dire, vous savez, le jour où les Français ou les Algériens marcheront sur la Lune, on va parler de la Lune, pas de la colonisation. Comment avez-vous jugé justement les déclarations d'Emmanuel Macron en Algérie? La colonisation est un crime contre l'humanité. Pour moi, la colonisation n'a pas été une colocation, ça n'a pas été un lien conjugal, ça n'a pas été un voyage qu'on a fait ensemble. Le système colonial a été injuste, il a tué, il a spolié, il a pris. Maintenant, ce que je n'aime pas, c'est qu'on en reste là. Et ça a blessé aussi des milliers de pieds noirs qui n'ont jamais commis de crime. Bien sûr, je le comprends, mais écoutez, le système était mauvais. C'est un système injuste. Ce n'est pas un système de compassion, ni de tendresse, ni de partage équitable de richesse. Il faut que la France ici l'admette. Mais encore une fois, je le dis, et je pense aussi comme Macron, que tant qu'on n'a pas résolu cette question, elle sera là en train d'être recyclée à chaque crise. Et il faut qu'on avance. Et on a déjà avancé. Ça ne sert à rien de refaire des guerres, vraiment, et à entretenir le souvenir de cette guerre de part et d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le souvenir de cette guerre, mais il faut que ce soit un souvenir, pas un éternel présent. Et maintenant, parlons de demain. On dit que vous ne seriez pas contre de devenir le président de la République algérienne. Est-ce que c'est vrai? Mais non, je suis comme tous les Algériens, on rêve tous d'être président. À un moment, quand ça va mal, quand le guichetier vous reçoit mal, quand la route est mal faite, quand un pont s'écroule, on a tous envie d'être président pour réparer le monde. Non, c'est juste que je ne pense pas avoir le don politique, le courage politique aussi de me lancer dans la carrière politique. Ça se fera au détriment de ma carrière littéraire et je ne pense pas avoir le talent politique qu'il faut. Parce qu'il faut réconcilier énormément de choses et ça demandera des décennies. L'envie d'être soi-même sans exclure les autres, réparer l'école, réparer l'histoire algérienne, le passé algérien, réparer notre rapport à la France et au monde, etc. C'est quelque chose de titanesque. Donc, comme tous les Algériens, je veux être président, mais pour 2 ou 3 jours. Mais vous voyez continuer à écrire des romans, donc. Pourquoi pas? Quelle place aura, selon vous, l'islamisme dans 20 ans? Question très pertinente. Vous savez, l'islamisme, c'est que si on n'assèche pas les sources de financement, s'il n'y a pas de réforme en Arabie Saoudite et dans toute cette géographie-là qui entretient tout le clergé, qui lui-même a assez d'argent et beaucoup d'argent pour avoir des chaînes de télévision, des radios, financer des mosquées, influencer des écoles, des médias et des journaux, on perdra. Parce que la bataille, c'est vrai qu'elle peut être militaire pour certains, elle peut être en fermant la porte et les fenêtres, en barricadant un petit peu tout un continent, mais la vraie bataille, elle est culturelle. Tant que la culture du mal gagne sur la possibilité de culture, sur le livre, sur le droit d'accès à la culture, on perdra. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose la même question à tous les invités. C'est la question deuxième chance. Si vous reveniez sur Terre, en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie ? Et vous pensez que je peux répondre rapidement à la question alors que maintenant j'ai un choix d'une deuxième vie. Alors, est-ce que vous me posez la question sur le choix de ma vie personnelle ou en règle générale sur mes engagements? Si c'est pour ma vie personnelle, j'essaierai de perdre le minimum, le moins de temps possible. J'ai perdu beaucoup de temps pour arriver à avoir la certitude que je dois écrire, que je peux partager, que je peux rencontrer. Et sur le plan de l'engagement, il y a un métier qui m'a toujours fasciné, je ne le dis pas, je le dis rarement, mais j'aurais voulu vraiment, vraiment être un enseignant pour les enfants. Merci beaucoup Kamel Daoud, très bonne journée à vous.